L'entreprise est un levier de transformation du monde extrêmement puissant. Nous, ce qu'on veut préparer, c'est des dirigeants qui seront optimistes, seront prêts pour le monde de demain. Libérer l'avenir, c'est effectivement notre mantra. Publier dans les meilleures revues scientifiques, ça c'est parfait, on en a besoin, ça montre l'image académique et la puissance intellectuelle de l'école et de nos professeurs, mais il faut qu'on aille un cran plus loin. Il faut que cette recherche, elle soit véritablement utile. Être indépendant financièrement, ça nous permet de nous projeter dans le long terme, ça nous permet de choisir les sujets sur lesquels on va faire de la recherche. On veut former des gens qui vont être des leaders, qui vont avoir une vraie colonne vertébrale en gestion, mais qui au-delà, encore une fois, si on veut que le business serve le bien commun, vont être sur ces sujets de transition. Je pense que le MBA du futur, une de nos priorités stratégiques, c'est former à transformer. Renforcer l'esprit critique, ça suppose de renforcer le sens de l'action, parce que pour changer, il faut agir. On ne change pas tout seul, on change avec et pour les gens et pour la société. La décision, elle va toujours rester chez l'homme, en fait. Donc l'aide à la décision, bien sûr, on va pouvoir l'approfondir, la sophistiquer énormément, et des choses qui prenaient un mois, il y a quelques temps, vont nous prendre quelques minutes. Mais à la fin, la décision, c'est moi qui vais la prendre. Notre rôle, c'est toujours de regarder un cran d'après, donc de garder le regard sur la ligne d'horizon, et puis de se dire, mais c'est quoi le coup d'après ? Qu'est-ce qui va à nouveau transformer nos vies, transformer les entreprises, impacter les entreprises ? Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois, nous recevons un dirigeant qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise et plus globalement de l'économie française. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique, la cybersécurité, la décarbonation, les sciences des matériaux, le spatial, etc. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette hyper-transformation, de cette quatrième révolution industrielle, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de transformation des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et impacts de cette hyper-transformation technologique, organisationnelle et sociétale des entreprises et de l'économie. Pour le 4e épisode de la saison 2, le premier de l'année 2026, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Mettet, directeur général de l'EDEC, la célèbre école de commerce. Emmanuel, bonjour. Est-ce que vous allez bien en ce début d'année ? Bonjour Marc, je vais extrêmement bien en ce début d'année. Plein de projets. Alors, je vais commencer par vous présenter et par présenter l'EDEC. Emmanuel, vous êtes né en 1968 et êtes originellement prof de stratégie. Vous êtes entré à l'EDEC en 1995 et en êtes devenu le directeur général en 2017 où vous avez mis l'accent sur l'expérience étudiante, l'impact de la recherche et le développement international de l'école. L'EDEC a été créé il y a 120 ans déjà par des entrepreneurs humanistes du nord de la France. C'est aujourd'hui la 4e business school française derrière le trio HEC, ESSEC, ESCP Paris au classement SIGEM et elle est dans le top 10 européen d'après le classement du Financial Times. L'école est réputée pour son expertise en finance, gestion des risques et data, mais aussi pour sa fibre entrepreneuriale. Je précise, l'EDEC est la première business school au monde pour la proportion de cours entièrement dédiés à l'entrepreneuriat et le nombre de mentors experts qui suivent les étudiants. Vous employez 187 professeurs et chercheurs, formez 10 000 étudiants de 130 nationalités et comptez plus de 60 000 alumni. Vous disposez de 14 centres d'expertise et de recherche, proposez 29 programmes de formation, bachelor, master en management, MBA. Vous avez 5 campus, 3 en France, à Lille, Paris et Nice, et 2 à l'étranger, à Londres et Singapour. Vous avez un budget de 190 millions d'euros en 2025, dont 20% dédiés à la recherche, et vous visez les 250 millions d'euros de budget en 2028. Est-ce que ma présentation est bonne, Emmanuel, ou est-ce que vous avez des choses à redire sur les incorrections que j'aurais pu faire ? Aucune incorrection, c'est parfait. Merci. On va aborder 2 thématiques principalement dans l'heure qui vient. La première, la transformation de l'EDEC et les attentes des futures générations de décideurs que vous formez. Et 2, la révolution au carré de l'IA et du quantique. Et puis on conclura par le traditionnel
questionnaire chinois revisité. Ma première question, Emmanuel, elle est très générale et elle vise surtout à lancer la discussion. Quelle est, pour vous, assez sommairement, la définition de l'hypertransformation des entreprises en général et de l'EDEC en particulier? Alors pour nous, l'hypertransformation, c'est la somme de transformations tectoniques en fait, qui traversent en fait le monde de l'enseignement supérieur partout autour de la planète, mais c'est le cas évidemment de beaucoup d'entreprises. C'est la démographie qui commence à baisser notamment dans les pays développés. La France, on sait qu'à partir de 2030, nous, notre marché va se réduire. C'est bien sûr la géopolitique. Nous, les business schools, on a surfé sur la mondialisation heureuse pendant 30 ans. Et puis là, on rentre dans un monde de rapports de force auquel on n'était pas forcément préparé. C'est bien sûr l'intelligence artificielle. On en parlera. C'est tous les enjeux au-delà du business. Je parlais de servir le bien commun. Et oui, et les business schools, pendant longtemps, c'est comment faire en sorte qu'une entreprise fasse du profit. Aujourd'hui, c'est faire du profit, mais aussi résoudre des problèmes de société. Voilà, c'est toutes ces grandes transformations finalement qui nous transpercent comme institution d'enseignement, donc qui va former des dirigeants de demain, comme institution de recherche, donc de création de connaissances, et puis comme institution tout court. Vous avez rappelé nos grands équilibres. On est une association loi 1901 à but non lucratif, mais on a des équilibres d'ETI international. Et voilà, donc c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui transformer, et c'est passionnant. Une transformation, une hyper-transformation complexe. Vous avez présenté en 2024 le plan Génération 2050 qui intègre justement ces grands bouleversements du monde sanitaire, économique, environnementaux, géopolitiques et projette les missions de l'école à horizon 2050 avec une ambition claire, vous le disiez en introduction, participer à la réinvention progressive du business et des entreprises en faveur du bien commun. On s'attardera un peu plus tard sur cette notion de bien commun qui est pour moi assez énigmatique et que vous allez éclairer. Alors, pour cela, vous vous êtes fixé 3 priorités. La première, construire l'entreprise net positive. 2, former à transformer. On est en plein dans le cœur de l'hypertransformation. Et 3, accélérer la finance du climat. Si on s'arrête 2 minutes, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les étudiants par rapport à l'EDEC d'il y a 10 ou 15 ans, ce plan Génération 2050, ces 3 priorités, et surtout, quelle transformation profonde en matière d'organisation et de pédagogie de l'école cela implique-t-il? Alors, quand on dit effectivement Génération 2050, 2050 c'est demain matin, l'humanité s'est fixé des tas de beaux objectifs pour 2050 dans tous les domaines, y compris dans toutes les grandes transitions qu'on a évoquées jusque-là. Mais 2050 c'est demain matin, en fait, quand on y réfléchit. Quand on a commencé à se donner ces objectifs, 2050 c'était loin, je ne vais pas dire que ça engageait pas beaucoup, mais 2050, nous, on va accueillir en 2050 les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui. Donc, c'est une génération, c'est dans le monde de l'éducation, c'est finalement extrêmement... C'est demain, c'est ça. C'est demain. Et on sait que le monde a des grandes transitions à entreprendre. Et puis, les entreprises, et ça, c'est une conviction forte de l'EDEC, c'est que les entreprises sont un levier aujourd'hui pour mener ces grandes transitions. Il faut le reconnaître, elles sont aussi à l'origine d'un certain nombre de ces problèmes, mais aujourd'hui, on peut avoir une vision complètement opposée et se dire que l'entreprise est un levier de transformation du monde extrêmement puissant. Donc ça veut dire pour nous, dont la mission effectivement est de mettre les entreprises au service du bien commun, donc encore une fois, pas seulement créer du profit, mais avoir une vraie utilité pour la société. Un vrai impact sur ces fameux aspects, ces troubles je dirais conjoncturel, à moyen terme, l'environnement, etc. Exactement. Donc, il prend toute notre part, à la fois par de la recherche, vous l'avez dit, donc 2 grands, notamment, centres de recherche, mais l'ensemble du corps professoral, évidemment, quel que soit son domaine, il travaille. Donc, un centre sur la finance du climat. On pourra en parler davantage si vous le voulez, mais ça devient une verticale, j'allais dire, importante à l'EDEC. C'est plusieurs dizaines... Dans la continuité des verticales finance, gestion des risques que vous aviez déjà développées à l'EDEC. Et l'EDEC, aujourd'hui, recrute des chercheurs en sciences du climat, développe du savoir en matière de sciences du climat, et évidemment cherche à mesurer l'impact financier de tout ça, l'impact économique, puisque c'est ça l'objectif. On a développé un centre sur les entreprises net positives. Donc les entreprises. C'est quoi une entreprise net positive? Une entreprise net positive, c'est une entreprise qui va chercher à avoir un impact net positif sur son environnement. Historiquement, pour les entreprises qui voulaient faire de la responsabilité sociale, le but était de minimiser les impacts négatifs, et c'est déjà beaucoup. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir un impact positif. Voilà, strictement positif. Donc on va plus loin que la neutralité, notamment carbone, ou la neutralité sociale. On régénère, on répare, et on prend quelque part moins l'environnement et à nos parties prenantes qu'on va leur restituer. C'est des exemples très simples d'une entreprise américaine qui fabrique des dalles de moquettes, et elle a trouvé le moyen d'y séquestrer du carbone. Voilà, donc elle
elle garde plus de carbone qu'elle n'en produit. Et ça peut être dans tous les domaines, aussi bien des domaines, bien sûr, de CO2, que de biodiversité, que de justice sociale. Bref, c'est de rendre davantage que ce qu'on prend. Il y a des exemples de ces entreprises-là. Donc, nous, notre centre de recherche, c'est cataloguer ce qui existe déjà. C'est deuxièmement, voir comment des entreprises aujourd'hui existantes peuvent finalement trouver ce qu'on appelle en bon français des sustainability pathways, c'est-à-dire des moyens finalement d'aller vers un modèle net positif. On le fait pour les entreprises existantes, mais on le fait aussi au sein, vous l'avez dit, l'entrepreneuriat, c'est un élément dominant de l'ADN de l'école, et on le fait aussi pour notre écosystème entrepreneurial. On a des incubateurs, y compris à Station F, on a des programmes de formation, on a un centre de recherche, on a même un fonds d'investissement, et on a développé en fait une méthode qui vise à favoriser la création et le développement de startups dites à impact, c'est-à-dire des startups qui vont chercher à faire du profit, mais aussi à résoudre des problèmes de société, quels qu'ils soient. Et on croit tellement dans notre modèle qu'on a décidé de développer, on a monté un fonds d'investissement avec la société Ring Capital, et on investit, on a 20 startups investies aujourd'hui, on va continuer, on investit dans des startups à impact, EDEC ou non EDEC. Et on verra d'ailleurs plus tard, avec certaines de ces startups, que vous arrivez aussi à commercialiser un certain nombre de leurs produits qui vont rentrer dans les ressources de l'école. Je reste sur ce plan de Génération 2050 avec votre nouvelle signature, Unleash Tomorrow, et votre nouvelle identité visuelle qui semble représenter un groupe d'humains, et si je puis me permettre, qui est un peu plus conceptuel, un peu moins... je dirais, concrète que la précédente, qui était un homme qui marchait à côté d'un cercle. Qu'est-ce que vous voulez signifier, dire à travers cette nouvelle signature et cette nouvelle identité? Alors, effectivement, le logo précédent, c'était un homme qui marchait, effectivement, donc il symbolisait les générations d'EDEC qui avancent dans le temps. Et puis, notre baseline, c'était Make an Impact. Donc, l'idée... C'était très clair. Très clair, voilà, vouloir avoir un impact sur la société. Et donc, on est dans un changement, effectivement, de plateforme de marque. L'ancienne avait effectivement un petit peu vieilli, où on veut acter finalement ce que je présentais jusque-là, c'est-à-dire le fait que l'EDEC veut mettre le business au service du bien commun. Donc Unleash Tomorrow, c'est la puissance effectivement d'une formule qui consiste à, pour l'avenir, finalement, préparer des générations de dirigeants qui vont effectivement transformer le futur. Alors, libérer l'avenir, je pense que la notion de liberté, elle est importante. Effectivement, on voit bien qu'on est à la fin d'un monde, qu'il y en a un nouveau qui se prépare, qu'il peut être effrayant par certains aspects, mais qui peut être aussi source d'optimisme par beaucoup d'autres. Et nous, ce qu'on veut préparer, c'est des dirigeants qui seront optimistes, seront prêts pour le monde de demain. Et donc, libérer l'avenir, c'est effectivement notre mantra. Je me ferai l'avocat du diable. Avant, vous l'enfermiez pas, l'avenir, quand vous formiez les dirigeants d'hier. Hein. C'était là, vous l'avez simplement verbalisé un petit peu plus ou actualisé à l'aune de ces grands bouleversements que les entreprises rencontrent aujourd'hui. Effectivement, l'évolution d'une plateforme de marque, c'est bien une évolution. Ce qu'on a voulu, c'est élargir, en fait. La notion de make an impact, la notion d'impact, c'est pour nous, c'était quelque chose de trop étroit, de trop ciblé. On a voulu généraliser, donner de la puissance, donner du souffle, en fait. Et même chose pour le petit logo que vous avez évoqué. Effectivement, on avait avant un homme en marche dont tout le monde était très fier, et y compris moi, mais on a décidé de le rendre un petit peu plus abstrait, de quelqu'un puisse y voir un petit peu plus de choses. On est quand même une institution qui produit de la connaissance, d'enseignement supérieur, académique. Et on a voulu, avec ce Unleash Tomorrow, avoir un logo qui donne plus de puissance sur le collectif également. On trouvait qu'un homme, et peut-être qu'on en parlera, on trouvait qu'un homme tout seul, c'était pas suffisant. L'union fait la force, comme on dit. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le modèle économique de l'EDEC aujourd'hui. C'est compliqué de concilier tous les enjeux, financement de la recherche, l'investissement dans les infrastructures, le recrutement, la rétention des meilleurs talents, dans une école comme la vôtre, qui vise les meilleures places, les premières places mondiales, alors que l'argent public se fait de plus en plus rare et que les frais d'inscription sont pas extensibles à l'infini. C'est quoi votre modèle économique aujourd'hui, qui est un petit peu différent, qui est même très différent de ce qu'on a l'habitude de trouver ailleurs en France et ailleurs dans le monde? Alors effectivement, l'enjeu économique pour les grandes institutions d'enseignement supérieur dans le monde est phénoménal. Vous avez évoqué le plan Génération 2050. Sur 4 ans, c'est 270 millions d'euros d'investissement. Donc CAPEX et OPEX. Donc c'est quelque chose de substantiel. Si on veut effectivement rester dans la compétition mondiale, avec en plus toutes les transformations dont je parlais, il faut investir énormément. On se bagarre contre des institutions américaines qui sont un peu mises à mal en ce moment, mais qui restent quand même extrêmement puissantes.
La Chine est en train de prendre la relève de manière incroyable. Ils ont des moyens phénoménaux, les grandes écoles, les grandes business schools. Et ils sont subventionnés. Ils sont largement subventionnés, mais en tout cas, ils ont des moyens. Et ils veulent prendre leur part, en fait, dans la construction de ce nouveau monde dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a des enjeux, effectivement, économiques essentiels. L'argent des gouvernements se tarit. Alors, à l'EDEC, on a une chance, c'est qu'on n'en a jamais beaucoup bénéficié, donc on a toujours appris à s'en priver. Voilà. Et puis, d'autre part... Pour manquer de quelque chose, il faut en avoir déjà eu avant. En plus, voilà. Donc, finalement, mais en tout cas, il a fallu pallier ce manque au cours du siècle d'existence qui est le nôtre. Et puis, deuxièmement, effectivement, les frais de scolarité peuvent pas monter jusqu'au ciel. On voit bien à un moment donné la limite. Voilà, aux États-Unis, certains programmes ont dépassé le $100 000 par an. Enfin, c'est pas possible. Et on sait très bien que la valeur du diplôme, à un moment donné, il faudra la raisonner. Alors, c'est vrai que nous, on a décidé de développer un modèle économique différent depuis maintenant 25 ans. Très simple, sur l'idée que la recherche, c'est un élément essentiel dans lequel il faut investir. Ça coûte, vous l'avez dit, 20% du budget, c'est la recherche. Ça coûte très cher. Et nous, à l'EDEC, on s'est dit, il faut qu'on investisse dans cette recherche, que ça nous permette d'exister dans la communauté académique, publier dans les meilleures revues scientifiques. Ça, c'est parfait, on en a besoin. Ça montre l'image académique et la puissance intellectuelle de l'école et de nos professeurs. Mais il faut qu'on aille un cran plus loin. Il faut que cette recherche, elle soit véritablement utile. Publier dans les revues, c'est top, mais faire en sorte qu'elle soit véritablement utile à la société et aux entreprises, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, sur la base de nos centres de recherche, on fait ce que fait finalement le MIT ou ce que font les grandes institutions de tech. On développe, sur la base de la propriété intellectuelle de nos profs, on développe des produits, comme le font les grandes que vous écoles commercialisez, qu'on commercialise ensuite. Et effectivement, ces startups, alors là, c'est bien... C'est Scientific Beta qui a mis au point un des indices financiers alternatifs. Je pense aussi à Scientific Portfolio, qui est une fintech qui aide les investisseurs à analyser et à construire des portefeuilles d'actifs de manière indépendante. C'est ça ? C'est ça, c'est de l'auto-indexation, là en l'occurrence. C'est Scientific Infra. Donc, Scientific Infra, c'est des indices en fait et des données sur tous les grands projets d'infrastructures autour du monde que sont les aéroports, les ports, les centrales nucléaires, etc. Donc, tous des grands projets qui, pour les financiers et pour la société, sont importants, mais dont on a bien du mal à saisir à très long terme le niveau de risque et le niveau de rendement. Et puis, c'est aussi aujourd'hui une agence de notation climatique, une véritable agence référencée comme telle, qui a pour vocation, finalement, de noter les projets d'investissement, quels qu'ils soient, et les actifs financiers tout autour du monde. On a commencé par les projets d'infrastructure, parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux, mais au printemps 2026, donc dans quelques mois, eh bien, on notera aussi les 5000 plus grandes entreprises du monde en fonction de leur exposition aux risques climatiques et en fonction de la manière dont elles essaient de se protéger de ces risques climatiques. Très concrètement, pour être très précis et donner un exemple, c'est sur la valeur d'un actif ou d'un aéroport, par exemple, on est capable de dire à l'horizon 2035 et 2050, la valeur à aujourd'hui de cet aéroport, la valeur à 35 et 50, à 2035 et 2050 de cet aéroport, compte tenu de son exposition, en fonction de là où il est situé, des risques climatiques, et en fonction de ce que cet aéroport, par exemple, aura fait pour se protéger des risques climatiques. Et ça, on est capable aux financiers, de leur dire très précisément l'impact probabilisé du changement climatique. Donc ça nous fait des revenus, et puis parfois, comme dans le cas de Scientific Beta, on a revendu Scientific Beta pour 200 millions d'euros au bénéfice de la Fondation EDEC, et ça nous permet effectivement de réinvestir pour des centres de recherche, pour des nouveaux scientifiques, et pour des bourses pour les étudiants. Vous vendez aussi des programmes sur mesure pour des entreprises, j'ai vu que vous l'avez fait pour le Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc on fait aussi de la formation continue, évidemment pour des entreprises sur tous les sujets de leadership, de management, de climat, de RSE, d'IA aussi aujourd'hui, bien sûr, on en parlera après. Et effectivement, et l'EDEC, on le sait pas toujours, mais figure parmi, selon le Financial Times, toujours parmi les meilleures écoles au monde sur ces sujets-là. Pourquoi vous vous adossez pas à un grand groupe éducatif international comme le font la plupart de vos concurrents, notamment américains? L'indépendance, c'est une valeur cardinale à laquelle vous tenez vraiment? Alors l'indépendance, c'est notre ADN en fait. C'est ce qui fait que moi j'avais choisi l'EDEC en 1995, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Le fait d'avoir cette école indépendante, elle est indépendante, j'allais dire en termes de gouvernance bien sûr, elle est indépendante intellectuellement, elle est indépendante financièrement, et ces trois formes d'indépendance sont extrêmement liées. Et effectivement, être indépendant financièrement, ça nous permet de nous projeter dans le long terme, déjà, c'est la première chose. Donc, et dans l'éducation, se projeter à 10 ans ou 20 ans, c'est nécessaire. Ça nous permet de choisir les sujets sur lesquels on va faire de la recherche. Je vous parlais de Scientific Beta, on a mis 20 ans
à y aboutir. Donc, il faut un actionnaire qui soit extrêmement patient. Et de ce point de vue-là, on est né dans le nord de la France, d'entreprises familiales. Et je crois qu'on a hérité de ces gens-là notre esprit d'entreprise, mais aussi une certaine forme de patience qu'on aurait peut-être du mal à cultiver avec d'autres actionnaires. À ma connaissance, il n'existe pas de grande marque mondiale qui aujourd'hui soit sous pavillon, on va dire, privé lucratif. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Les grandes institutions mondiales, c'est aussi une de nos sources de revenus, sont souvent suppléées par des fondations qui sont leurs bras armés à travers lesquels elles vont donner de l'argent. C'est aussi ce qu'on fait à l'EDEC. D'ailleurs, on a une fondation, nos diplômés nous donnent, l'année dernière, ils nous ont donné en tout 6 millions d'euros. Voilà, donc c'est de plus en plus, ça vient renforcer notre modèle économique et notre budget. Et donc, non, indépendance chérie, on veut vraiment la préserver, la cultiver, la garder. Il y a une tradition dans ce podcast, ce sont des questions extérieures, donc des personnalités qui vous posent des questions auxquelles vous répondez. La première, elle vous est posée par Sandrine Caro, qui est la présidente et la Chief Operating Officer de SIA, et qui, accessoirement, est une ancienne élève de l'EDEC. On l'écoute et vous lui répondez. Bonjour Emmanuel, on le voit aux États-Unis, mais pas que. Le marché de l'emploi des jeunes diplômés est en train de se retourner et avoir un bon diplôme n'est plus la garantie absolue pour décrocher un premier job à la hauteur des espérances. Comment préparer les étudiants à cette nouvelle donne, plus systématique que conjoncturelle depuis l'émergence de l'IA? Merci pour votre réponse. Alors, merci pour la question et toujours évidemment heureux d'être en lien avec un ou une diplômée. Alors, la question de la valeur du diplôme, elle n'est pas nouvelle en fait. C'est quelque chose qui tourne un peu dans l'air depuis maintenant une dizaine d'années. Bon, d'abord aux États-Unis, parce qu'effectivement, on a vu l'inflation des frais de scolarité. On a vu aussi des offres d'emploi, y compris parfois dans des grandes entreprises, des grands cabinets, qui ne mentionnaient pas de diplôme requis, mais qui mentionnaient en fait plutôt un niveau de compétence. Donc c'est pas en soi quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la difficulté, effectivement, la question qui peut se poser sur la valeur du diplôme, c'est de dire, finalement, on a besoin, avant d'avoir besoin d'un diplômé, on a besoin d'une compétence. Mais sauf qu'une formation, c'est pas simplement une compétence. Alors ce qui est vrai, si on regarde en France, début des années 80, il y avait peut-être 5% d'une classe d'âge qui allait à Bac+5. Aujourd'hui, c'est 30%, dans un marché qui est quand même, évidemment, économiquement beaucoup moins dynamique, avec quand même une démographie qui retombe, on l'a évoqué tout à l'heure, donc peut-être, il y aura peut-être aussi quand même, quelque part, dans ce déclin démographique, quelque chose de favorable pour les jeunes diplômés. Moi, je dirais que si je regarde à l'EDEC ce qu'on va offrir, bien sûr, on offre une formation qui va permettre à nos élèves de devenir des experts dans des domaines divers et variés, mais évidemment, l'expérience étudiante, c'est pas que ça. Je le disais, on est dans un monde qui change énormément. D'abord, si je regarde la pure valeur économique et le rendement économique du diplôme, c'est un calcul que j'ai fait récemment. Les frais de scolarité à l'EDEC, alors ils ont, c'est vrai, beaucoup augmenté depuis une vingtaine d'années. Mais quand on regarde le salaire à la sortie dans les enquêtes, il a augmenté plus vite. Donc quand on tient cette promesse-là, finalement, d'une formation qui certes est coûteuse, il y a un return on investment qui est là, en tout cas pour ceux qui cherchent. Après, je parlais tout à l'heure de mettre le business au service du bien commun, c'est-à-dire que si on reste en phase avec les aspirations des jeunes générations, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire, si on tient cette promesse-là, quand on interroge les jeunes étudiants chez nous, on le fait à grande échelle, on a un centre de recherche qui s'appelle le New Gen Talent Center. D'abord, on leur demande, est-ce que vous avez confiance dans les entreprises pour changer le monde? Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, à 95% d'entre eux, ils répondent oui. Ce qui est un peu normal. Quand on fait une business school, si on n'avait pas confiance dans les entreprises, on serait pas là. Absolument. Mais on pourrait penser, parce qu'on a entendu les bifurqueurs ces dernières années, voilà, ceux qui, après avoir fait une business school, vont faire un métier très différent et tout à fait honorable, mais on voit bien que c'est une petite minorité. Et puis surtout, il y en a qui restent très attachés aux carrières traditionnelles, les compétiteurs à 40%, ils veulent, avoir un poste à responsabilité, ils veulent avoir du salaire, de la promotion, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle des engagés. Alors eux, ils veulent vraiment, vraiment changer le monde et avoir des postes en lien avec la RSE, le climat, etc. Et puis il y a les entrepreneurs, ceux qui veulent, ou intrapreneurs, ceux qui veulent innover, etc. Donc il y a ces aspirations des jeunes. Certes, le diplôme coûte cher, mais tant qu'on gardera, nous, une stratégie et une conviction, j'allais dire, une promesse en fait qui est en phase avec ces aspirations, à la recherche de laquelle sont les entreprises aujourd'hui aussi, il faut quand même bien le dire. Donc, au debout de la chaîne, finalement, on est en cohérence. Tant qu'on gardera ça, je suis pas très inquiet sur, effectivement, la valeur ajoutée du diplôme sur le marché mondial, en fait,
des diplômes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous les préparez plus, vos étudiants, à maîtriser les risques sur des sujets tels que l'IA, les enjeux géopolitiques ou alors les questions de transition écolo, que ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire de les former à la compta, au marketing, à la finance? Ouais, c'est vraiment venu. D'ailleurs, quand j'en parle aujourd'hui avec des diplômés qui sont sortis il y a 15 ans, puis je leur dis, mais regardez la maquette des cours. Alors tous, ils me disent, est-ce que je peux revenir étudier? Mais effectivement, on trouve beaucoup de matières qu'on ne trouvait pas à ce moment-là. Donc, bien sûr, sur les limites planétaires et l'impact sur les nouveaux modèles économiques, bien sûr, des cours sur la biodiversité, bien sûr, des cours sur la diversité et l'inclusion, des cours sur l'IA. Tout ça, c'est des cours de géopolitique aujourd'hui, évidemment, et tout ça est venu se surajouter. Donc, bien sûr, on reste une business school. On veut former des gens qui vont être des leaders, qui vont avoir une vraie colonne vertébrale en gestion, mais qui, au-delà, encore une fois, si on veut que le business serve le bien commun, vont être sur ces sujets de transition. Voilà. Vous disiez justement que certains des anciens étudiants, quand ils voient les cours d'aujourd'hui, ils voudraient revenir pour compléter leur formation. C'était l'objectif des MBA traditionnellement. On a l'impression que les MBA sont un peu en perte de vitesse aujourd'hui dans le monde. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que c'est quoi le MBA de demain et comment on va former les cadres à potentiel qui sont déjà en exercice? Alors, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, c'est cyclique en fait. Donc les MBA, pendant quelques années, mon Dieu, on croule sous les candidatures, on s'en sort plus. Puis pendant quelques années, tout d'un coup, la presse dit que le MBA va disparaître. Bon, après, comme tous les produits, il fait sa mue de période en période. Moi, je dirais, alors effectivement, il y a quand même aujourd'hui une concurrence des MBA à distance, en fait, qui se crée parce que les managers n'ont pas toujours l'envie, le temps d'aller sur les campus. La formule quand même du MBA on campus, en fait, elle reste une formule privilégiée parce que c'est effectivement la personne qui, alors selon son niveau, mais au bout de 5, 10, 15, 20 ans de carrière, veut prendre un an, souvent avec sa famille, pour se faire une nouvelle vie, de nouvelles compétences, apprendre, se remettre sur les bancs de l'école, apprendre de nouvelles choses. Je pense que le MBA du futur, une de nos priorités stratégiques, c'est former à transformer. Et je crois qu'un des MBA du futur, ça va être ça. Je vous ai dit, les programmes ont beaucoup changé dans leur contenu, tous les contenus liés aux grandes transitions, quelles qu'elles soient. Mais en fait, quand on interroge nos diplômés, ou quand on les a interrogés il y a quelques années, ils disaient ça c'est super, vous nous avez apporté toutes ces nouvelles connaissances, mais quand même, quand on retourne dans les entreprises, il y en a qui ont envie de changer, mais elles savent pas comment s'y prendre. Il y en a qui ont même pas envie de changer. Comment on fait pour devenir des agents de changement au-delà des donneurs d'alerte? Bon, c'est très bien d'être donneur d'alerte, mais vous formez des project managers. Comment on agit pour prendre en main ces transitions pour les entreprises et les transformer non pas contre leur gré, mais les transformer positivement. Et donc c'est tout ça aujourd'hui qu'on intègre dans nos cours, au-delà de donner des contenus, c'est de donner en fait un logiciel de transformation. Alors ça suppose de renforcer l'esprit critique, ça suppose 3 choses, renforcer l'esprit critique, ça suppose de renforcer le sens de l'action, parce que pour changer, il faut agir, l'esprit d'entreprise, le sens de l'action. Et puis, je parlais du logo tout à l'heure et l'esprit collectif, on change pas tout seul. On change avec et pour les gens et pour la société. Et c'est ça qu'on va faire à la fois par des cours, mais aussi beaucoup par de l'expérimentation, des projets, des hackathons au service d'entreprises, des nouveaux projets, y compris même des projets à l'international. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les Global Impact Projects. Les étudiants peuvent valider leur période à l'étranger, et bien par des projets humanitaires à l'étranger. Voilà, c'est tout ça en fait qu'on est en train de mettre en place, et c'est vrai que dans les MBA, c'est ce qui fera la valeur ajoutée dans les années qui viennent. Deuxième césure et question posée, cette fois-ci par Aurélien Sonnet, qui est le directeur général de Pluxee et le précédent invité du podcast. On l'écoute et vous lui répondez. Bonjour Emmanuel. Alors en tant que dirigeant de Pluxee, je sais à quel point le discours sur le désengagement des jeunes au travail est une idée reçue. Vous êtes vous-même DG de l'EDEC depuis 2017. J'aimerais bien savoir comment vous avez vu et comment vous voyez aujourd'hui évoluer les attentes de vos étudiants vis-à-vis des entreprises. Ouais, merci Aurélien, c'est une magnifique question. Comme je le disais, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. C'est vrai que depuis les 10 dernières années, on a vu un peu plus, même vraiment une nouvelle génération arriver de jeunes qui ont une attention très aiguë aux problèmes du monde. Que ce soit le changement climatique, que ce soit la tolérance, que ce soit la justice sociale, y compris dans les business schools, que ce soit bien sûr l'environnement, la diversité, maintenant l'intelligence artificielle évidemment et la technologie. Et
Voilà, là, quand on les interroge, je vous disais tout à l'heure, on a nos 3 catégories, là, l'entrepreneur, etc. Mais tous sont préoccupés par l'avenir du monde. Le sens, l'avenir du monde. Il faut leur donner du sens. Et il faut leur donner le sentiment de contribuer à une de ces transitions très directement. C'est vraiment d'être utile. Donc le bien commun, c'est aussi existentiel pour eux. C'est pas uniquement faire de l'argent, c'est aussi être utile, transformer le monde, changer le monde, améliorer le monde. Absolument, absolument. Et je vous parlais tout à l'heure de l'effort qu'on fait dans le domaine du climat. C'est pas loin probablement de 70 millions qu'on va mettre dans la recherche sur le climat, mais les étudiants poussent derrière. En fait, ça c'est fabuleux, quoi. C'est une force qui est incroyable. Et on sent que de l'autre côté, encore une fois, les entreprises, on a envie. Donc, quand on interroge les étudiants sur ces sujets-là, effectivement, au-delà des grandes catégories, il y a vraiment la question du sens et la question de transformer les entreprises. Oui, ils ont confiance dans les entreprises, mais ils veulent les transformer. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans ce mouvement-là, de cultiver cette envie, parfois de les rendre un peu moins naïfs. J'ai eu droit à ma première pétition Total l'année dernière. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait arriver, parce que Total vient sur nos forums de recrutement. Total Énergie, merci, bien sûr. Effectivement, certains disent « Ah, mais c'est un scandale, il faudrait pas avoir Total sur nos forums ». Oui, on peut avoir cette première approche, mais notre rôle aussi, c'est de les aider à comprendre que changer le monde, peut-être avec Total, en transformant Total Énergie, ou en tout cas en accompagnant cette transformation-là, plutôt que contre Total, on va aller plus vite. La transformation, on peut se faire de l'intérieur et pas forcément par la révolution à l'extérieur. Exactement. Donc c'est tout ça, mais en tout cas, nos jeunes, ils portent ça. Et j'avoue que la génération d'aujourd'hui, malgré un peu parfois cette naïveté, et j'allais dire, elle est rafraîchissante, c'est une génération qui porte vraiment cette envie globalement de... Donc elle est plus engagée, ce que vous dites, c'est qu'elle est plus engagée. D'ailleurs, quand on a fait une enquête il n'y a pas longtemps sur le bénévolat, et on se rend compte que 85% de nos jeunes ont une activité donc bénévole, non rémunérée, au service d'une mission d'intérêt général, quelle qu'elle soit, éducative, humanitaire, etc. Donc c'est ces jeunes-là qu'on a aujourd'hui, et honnêtement... ça vous oblige? Ça nous oblige, évidemment, et puis surtout, ça nous stimule, parce que quand on porte nous-mêmes cette mission de mettre le business au service du bien commun... Vous n'avez pas le droit à l'erreur, là. Parce que là, voilà, ils vont pas vous louper si jamais il y a un décalage, il n'y a pas un alignement entre la pensée et les actes. Exactement. Mais on se fait fort de rester toujours un cran devant. On va parler maintenant plus spécifiquement d'IA et de la révolution de l'IA, ce que moi j'appelle l'IA au carré, pour les DEC, mais également pour les entreprises et les futurs dirigeants. On l'a dit tout à l'heure, vous avez investi 20 millions d'euros dans EDEC AI, qui est un dispositif transversal pour accélérer la transformation de l'école sur les plans académiques, pédagogiques, opérationnels et RH, notamment via le développement de la personnalisation des parcours étudiants à l'échelle et le déploiement, également à grande échelle, de programmes de formation à l'IA pour tous les étudiants. Concrètement, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui délégué à l'IA à l'EDEC? Est-ce que vous êtes pour ou contre la correction des copies par l'IA? À quand des cours réalisés, voire dispensés par l'IA? Et quelle est la part de contenu généré par de l'IA dans les travaux des étudiants que vous acceptez versus ceux que vous considérez comme étant du plagiat? Alors tout ça a commencé. Bon, évidemment, c'est une révolution qui est en cours, hein, donc avoir des certitudes là-dessus, c'est en tout cas des certitudes techniques, c'est pas toujours simple. En tout cas, il y a 2-3 éléments de certitude qui se dégagent. C'est que faut pas avoir peur. Voilà, il faut pas se cacher, il faut pas interdire. Ce qu'on a eu tendance à faire il y a 2 ans quand ChatGPT est arrivé, 3 ans. Maintenant, non, l'interdiction, c'est une stupidité. Non, c'est juste illusoire. Et je pense que par rapport au discours qu'on vient de tenir sur les jeunes, ça serait, non, voilà, il faut accompagner, il faut éduquer, mais donc, pas avoir peur. Deuxième, certainement, certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que l'évolution de la tech et de l'IA doit s'accompagner d'enseignements en humanité. Donc, il y a une forme de, je ne vais pas dire de paradoxe, mais en tout cas, il y a une forme de complémentarité à trouver. Bien sûr, je vais en dire un mot, on a augmenté très, très sensiblement les enseignements dans le domaine de l'IA, y compris deep learning, machine learning, etc., sciences des données, prompting aussi, parce qu'il faut apprendre à nos élèves à bien prompter, mais aussi, ça s'accompagne de nouveaux cours dans le domaine des humanités. Donc, qu'est-ce que vous appelez les humanités? C'est quoi? C'est l'esprit critique, c'est la liberté de penser, c'est pas d'être un clone et de reproduire ce que l'IA nous dit comme étant une vérité? C'est tous les domaines qui vont permettre de bien comprendre la frontière entre l'humain et le robot, qu'il soit un robot à la limite intellectuel ou une machine, mais en tout cas, qu'est-ce qui est du domaine de l'humain, et d'une certaine manière, comment l'humain doit s'approprier l'IA, en fait, et ne pas s'en rendre esclave. Donc, tout bêtement, les élèves, nous, on est une génération, enfin, je parlais pour moi, qui avait l'habitude d'aller vérifier quand même quand on lit un truc, être bien sûr, etc. La source, bon, on voit bien que la génération qui arrive, ils auront peut-être pas ce réflexe-là. Donc, il faut évidemment, on sait que les IA, pour parfaites qu'elles soient, elles hallucinent encore.
selon les études, à 40, 50, parfois moins %, enfin bon, selon les domaines, les contextes, etc. Donc, ça pose aussi des questions de responsabilité, ça pose des questions juridiques. Voilà, si demain, et vous me demandiez ce que l'IA fait chez nous, ben on travaille évidemment sur beaucoup de robots, en fait, et dans le domaine de la pédagogie, et aussi dans le domaine même de la gestion de l'école. Mais si demain un étudiant demande à une IA, bah tiens, j'ai eu telle note dans tel cours, est-ce que je vais avoir mon diplôme? Si l'IA lui répond oui, alors que la réponse est non, qui est responsable? Et juridiquement, comment ça se passe pour l'EDEC? Donc, on y va. Surtout s'il a posé la question à une IA qui est interne à l'EDEC. Absolument. Alors, peut-être pour mettre un peu d'ordre quand même dans ma réponse, au-delà effectivement des convictions que j'exprimais, comment on s'est emparé du sujet de l'IA? Alors, évidemment, ça nous a heurté à tous les niveaux. Donc, évidemment, c'est dans le domaine de la recherche. On a créé un centre de recherche IA, pas pour faire de la recherche fondamentale en IA, mais pour comprendre l'impact de l'IA sur les modèles économiques, la société et les relations de travail, parce que demain, il va falloir... On y reviendra juste après. Ouais. Il y a la recherche, il y a les enseignements, les contenus. Donc là, il faut vite monter, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sur des sujets d'IA, on a créé des filières IA. Alors, notre premier master en IA, on l'a créé il y a 10 ans, donc on n'était pas non plus, on n'était pas en retard, on essaie toujours d'être précurseur. Mais voilà, donc augmenter les cours d'IA. Et aujourd'hui, il y a une IA littératie qui doit, en bon français, être enseignée et qui est enseignée à tous nos élèves, bien sûr. Il y a l'aspect RH, parce qu'il faut qu'on forme toutes les personnes de l'EDEC, finalement, à l'IA, à l'utilisation de l'IA, quel que soit le niveau. Et dans son métier, pour gagner du temps. Absolument. Alors, moi, c'est ça. J'incite les gens, quand je dis ne pas avoir peur, tout le monde va gagner du temps grâce à l'IA. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, je dis aux gens, on est dans un monde d'excellence. On est dans un monde de sur-mesure. Tout ce que vous gagnez comme temps dans votre travail grâce à l'IA, vous devez le restituer aux élèves d'une manière ou d'une autre pour rendre un service encore meilleur. Donc, c'est aussi une manière de rassurer les gens sur le fait qu'on va pas les remplacer par des robots. Par contre, il faut qu'ils travaillent avec des robots. Et puis, il y a tout le delivery, toute la pédagogie, l'enseignement. Et là, il y a des trucs incroyables qui sont en train de se passer. La première IA qu'on avait essayé, c'était il y a 10 ans. Donc, une IA, c'était... Qui était non générative. Non générative, conseil carrière, c'était absolument nul. Il y avait aucune intelligence là-dedans. Aujourd'hui, on a des robots qui sont des assistants pédagogiques. On a des robots d'accompagnement à l'apprentissage avec un avatar, etc. Et ça marche du feu de Dieu. Et là, on est en train de passer à l'échelle. Pour être franc, alors, il faut y aller avec certaines précautions. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bien sûr qu'on permet aux élèves de bosser avec une IA. Bien sûr qu'on permet à des professeurs de corriger via une IA. Mais évidemment, à la fin, le contrôle humain doit rester là. Finalement, je parlais de la place de l'humain dans tout ça. Mais honnêtement, voilà, il y a des compagnons IA qui sont aujourd'hui mis en expérimentation chez nous. Et encore une fois, on passe à l'échelle dans bien des domaines. Et franchement, je dirais que pour l'instant, ça pose beaucoup de questions, mais c'est passionnant. La part de contenu généré par l'IA dans les copies des étudiants, qu'est-ce qui est du plagiat, qu'est-ce qui est de la liberté? Je crois que la dernière enquête qu'on avait fait, c'était 95%. Voilà. Donc, je veux dire, de toute façon, et heureusement d'ailleurs d'une certaine manière, c'est quand même, ça permet d'augmenter. Encore une fois, l'IA générative permet pas tout, elle fait des erreurs. Pour la rendre super créative, c'est pas si simple que ça. Voilà, elle peut niveler par le bas ou en tout cas moyenner un petit peu les résultats. Mais après, c'est aux professeurs de travailler en se disant, on autorise la calculatrice, on autorise l'IA, voilà comment moi je m'adapte finalement. Je vais faire plus d'examens oraux, par exemple, ça va être la réhabilitation de l'oral, donc c'est aussi la bonne chose, réhabiliter l'interaction humaine. Et en tout cas, si c'est pas de l'oral, c'est comment je fais en sorte que l'étudiant, s'il a utilisé de l'IA, je sais comment il a fait, et je peux le noter en fonction de ça. Troisième césure du podcast, la question vous est posée par Cyril Queno, qui est associé et responsable des questions liées aux ressources humaines et à la transformation des entreprises chez SIA. Bonjour Emmanuel, l'IA est aujourd'hui partout et renverse tout, jusqu'à l'organisation et la gouvernance des entreprises. Comment abordez-vous cette question et comment préparez-vous vos étudiants à cette 4e révolution industrielle qui va plus vite et plus loin que les précédentes? Merci pour votre réponse. Là aussi, j'allais dire, ne pas avoir peur. Moi, à terme, j'aurai mon jumeau numérique et je vais travailler avec lui et je pense qu'il ou elle m'aidera à prendre les bonnes décisions. La notion que j'ai toujours à l'esprit dans ces sujets-là, c'est la frontière d'humanité, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste chez l'homme et qu'est-ce qui va passer du côté de la machine. La décision, elle va toujours rester chez l'homme, en fait. Donc, l'aide à la décision, bien sûr, on va pouvoir l'approfondir, la sophistiquer énormément, et des choses qui prenaient
un mois, il y a quelque temps, vont nous prendre quelques minutes. Et mon Dieu, ça c'est merveilleux. Mais à la fin, la décision, c'est moi qui vais la prendre. C'est-à-dire que demain, si l'EDEC décide, comme elle l'a fait il y a quelques années, de créer un centre de recherche dans la finance du climat, c'est moi qui vais prendre la décision. C'est pas une IA. Donc ça va être, je l'espère, augmenté par l'IA. Et je crois que c'est ça à la fin qui reste important. Si demain quelqu'un a une tumeur, pour prendre peut-être un exemple dans un autre domaine, voilà, où la personne qui nous écoute, j'ai une tumeur, je dois prendre la décision, est-ce que je me fais opérer ou pas opérer? Autrement dit, c'est fini ou c'est pas fini? Est-ce qu'on a envie que ça soit une IA qui prenne la décision, un être humain? Et je crois qu'aujourd'hui, on a envie que ça soit un être humain. Pardon, je dramatise un peu l'exemple. Et je crois qu'à la fin, par rapport à la question qui est posée, c'est quand même de garder, parce que c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup dans la mise en œuvre d'une IA, beaucoup d'éléments de responsabilité, d'éléments juridiques, d'éléments de transparence. Une IA, il prend une décision, mais on ne sait pas très bien ni comment ni pourquoi. Donc, je crois que ce qui est important, y compris pour la gouvernance des entreprises, c'est effectivement de conserver à la fin, de se dire que l'IA n'est qu'un outil, n'est qu'un accompagnant, n'est qu'un compagnon, mais qu'à la fin, il nous reste cette part de liberté, en fait, et cette part de responsabilité qui est de prendre la décision, et c'est à ça qu'on forme les élèves. Donc, les élèves, pour répondre peut-être précisément à la question qui était posée, pour moi, il y a vraiment 3 niveaux de formation. Le premier, c'est effectivement la littérature IA, donc leur faire comprendre ce que c'est que ce truc-là, et même ce que c'est qu'une IA générative, bien comprendre que derrière, c'est des questions... C'est de la probabilité. C'est de la probabilité, voilà. Donc, c'est des maths. C'est des maths. Le deuxième point, c'est effectivement les humanités. Donc, finalement... voilà, ce que je disais tout à l'heure, le droit, l'éthique. On a des cours d'éthique dans nos filières en IA. Il y a des cours d'éthique, évidemment, l'éthique et l'IA. Et puis, le troisième niveau, c'est le management, le leadership. C'est-à-dire, demain, on le sait très bien, nos élèves vont devoir, futurs dirigeants, futurs managers, gérer des agents IA, soit des groupes d'agents IA, soit des groupes hybrides homme-IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Comment j'obtiens le meilleur des uns et des autres? À qui je délègue? À qui je donne des responsabilités? Comment je tiens compte des avis des uns et des autres, sachant que si on dit que l'IA de plus en plus va grignoter une part d'humanité, les IA se contenteront peut-être pas longtemps d'être des esclaves bon marché, et donc elles auront aussi peut-être, je rentre un peu dans de la science-fiction, mais voilà, on voit des bouquins là-dessus, y compris parfois des bouquins très noirs, sur le rôle que l'IA pourrait prendre, y compris un ancien prix Nobel là, qui nous disait, mais l'IA, tout le monde pense qu'on va appuyer sur un bouton s'il y a un problème pour arrêter tout ça, mais ça marche pas. On voit bien qu'il y a déjà des tas d'industries qui fonctionnent de manière quasi autonome, et donc c'est ce dernier niveau qu'il va falloir aussi apprendre à nos élèves. C'est dans un monde IA, voilà, où est la responsabilité, où est la décision, comment je manage, comment je deviens un leader. Voilà, tout ça. Je note que vous parlez beaucoup d'humanité, d'esprit critique, et que pour vous, l'IA, ce n'est pas uniquement une compétence technique ou technologique, mais c'est surtout d'apprendre à l'utiliser à bon escient, toujours avec cet objectif du bien commun. Absolument. Pour faire le prof, là, quelques minutes, mais je vous parlais d'ouvrages parfois un peu noirs. Voilà, je pense au dernier bouquin de Soares, effectivement, qui dit si on développe un agent IA sophistiqué, nous mourrons tous. Je crois que c'est le titre, donc bon, évidemment, c'est un peu... Oui, c'est le soulèvement des machines de Terminator. Voilà, c'est exactement ça. Donc, et pourquoi pas, si on est capable de leur transférer notre part d'humanité, peut-être qu'il y aura des trucs pas sympas. Après, moi, je pense aussi à Michel Serres, qui, il y a 20 ans, avait écrit Omniscience, et dans lequel il expliquait que dans toute grande transformation, quelle qu'en soit la profondeur, bien évidemment, il y a des risques, il y a des utilisations mauvaises qui pourraient arriver, mais il y a certainement aussi de très bonnes utilisations, et peut-être des choses qu'on voit pas encore aujourd'hui, mais il y a cet aspect positif, mais il faut revenir aux humanités pour ça, toujours bien comprendre la place de l'homme dans ces transformations-là. Quatrième et dernière césure du podcast, il y a une tradition, c'est la question IA qui est posée par une IA. En préparant le conducteur de notre conversation, j'ai fourni à notre IA qui s'appelle le SIAD GPT toutes les informations que j'avais pu récolter, mes notes, mon conducteur, etc., à la machine, en lui disant, si tu étais moi, quelle question tu poserais sur l'IA à Emmanuel? Voilà quelle est sa réponse. La question vous est posée donc par une IA, avec une voix d'IA, c'est Alice, c'est une voix artificielle, vous allez voir, on la reconnaît. Là encore, vous écoutez et vous lui répondez. Bonjour Emmanuel. L'IA générative permet aujourd'hui de créer des jumeaux numériques, de dirigeants, capables de parler, décider et bientôt d'arbitrer avec une finesse proche, voire identique à la leur.
l'Albanie a déjà une IA ministre des marchés publics et de plus en plus de décisions importantes sont déléguées à des agents intelligents, plus rapides et mieux informés que les hommes. Selon vous, jusqu'où peut-on aller dans la délégation du pouvoir de décision à des IA dans l'entreprise? L'idée de cloner la pensée d'un entrepreneur pour lui permettre de piloter son entreprise après sa mort relève-t-elle toujours de la science-fiction? C'est la continuité de ce qu'on se disait avant. Alors, merci Alice pour cette question vraiment passionnante. Alors effectivement, c'est la continuité de ce qu'on se disait avant. Quand on regarde quand même par rapport à cette ministre en Albanie, ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup de rejets. Évidemment, l'opposition a crié au scandale, à la manipulation. Et encore une fois, à la fin, l'IA est-elle parfaite au point qu'on lui délègue toute décision? Donc effectivement, cette IA ministre en Albanie a pour vocation à gérer, je crois, les marchés publics, les contrats. Est-ce que vraiment tout le monde en a envie de, quelle que soit l'imperfection du système, est-ce qu'on a envie, in fine, de déléguer? Donc s'appuyer sur une IA, oui, déléguer, non. Et encore une fois, ça repose toujours cette question de qu'est-ce qui doit rester dans les mains des êtres humains et qu'est-ce qui peut être délégué par une IA. C'est vrai que moi, j'avais des professeurs il y a quelque temps qui me disaient, mais bon, à la fin, si on se projette dans des scénarios où vraiment on va transférer tout ça, la singularité, hein, on va transférer toute notre intelligence, qu'est-ce qui va rester aux profs? Et c'est vrai que plus le temps passe et plus la frontière se recule finalement. Parce qu'à l'époque, je leur disais, il va te rester la créativité, il va te rester la bienveillance. Puis on voit que... La créativité, maintenant, elle est de l'autre côté. Elle est passée de l'autre côté. Voilà, hein. La créativité elle est passée potentiellement de l'autre côté. Encore que, bon, la vraie créativité... Voilà, mais la créativité, en tout cas, l'IA peut en faire très correctement. La bienveillance, voilà, on l'a vu dans des expériences. Mais à la fin, moi, si je reviens à mon métier, un élève, il veut pas apprendre pour faire plaisir à une IA, quand même. Il veut apprendre parce qu'il a rencontré un prof dont il se dit « Ah ouais, cette personne me séduit par son intelligence, etc. » Donc il veut aussi apprendre et se transformer pour un prof, peut-être pour ses parents, pour ses proches, pour sa famille, pour ses camarades. Donc il y a quand même... prof pourrait être une IA. Et ces profs pourraient être une IA, mais comment est-ce qu'on va séduire une IA véritablement? À la limite, c'est à elle de vous séduire. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est effectivement. Et après, ça amène, moi, au step suivant, au pas suivant, pardon, qui est au-delà de l'IA, c'est... justement, je parlais de la singularité à l'instant. Bon, le tenant de la singularité, c'est Ray Kurzweil, en fait, qui a écrit là-dessus il y a 20 ans, et puis plus récemment, il y a 20 ans, il avait prédit que la bascule, en fait, entre l'homme et l'intelligence artificielle se ferait à la fin des années 2040. Il a réécrit un bouquin l'année dernière pour dire que c'était 2020, 29, 28, je sais plus. Enfin bon, voilà. Mais il y a un chapitre qui est vraiment intéressant dans son livre, qui est le next step de l'intelligence artificielle, parce qu'on en est d'une certaine manière qu'au tout début, qui est la connexion directe entre le cerveau humain et le cerveau artificiel, ou l'intelligence artificielle. Il y a des entrepreneurs ou des visionnaires comme Musk qui travaillent avec les fameuses puces implantées dans le cerveau. Alors voilà, et quand on arrivera à faire lui, il pense que ça arrivera par des nanorobots, donc ça se fera de manière totalement sans difficulté, en fait, et de manière continue. Et lui, l'hypothèse qu'il fait, et je la soumets finalement par rapport à la question qui est posée par une IA à un être humain, c'est quelle forme d'intelligence nouvelle ça va libérer. Parce que lui, il dit que finalement, aujourd'hui, on a des tas de choses dans le cerveau qu'on est peut-être incapable de libérer par les moyens de communication d'aujourd'hui, que ce soit de la communication verbale, écrite, gestuelle, artistique, culturelle, tout ce qu'on veut. Et il fait l'hypothèse qu'il y a dans notre cerveau des formes d'intelligence que ces nouvelles technologies vont permettre de déployer. Moi, pour l'enseignant, l'éducateur que je suis, je trouve ça tout à fait passionnant. C'est le fameux film de Luc Besson, Lucie, qui part du principe qu'il n'y a que 10% de la capacité d'un cerveau qui est utilisée, et que grâce justement à la technologie, à une forme d'intelligence artificielle, on est capable de passer de 10 à 20, à 30, à 50, voire à 100%, et donc de faire des hommes et des femmes augmentés, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui. Exactement ça, et on peut en avoir peur en se disant ça va libérer des instincts primaires effrayants, ou à l'inverse, ça va libérer des choses fabuleuses qu'on a en nous et qu'on est incapable aujourd'hui de libérer, de formaliser, et de mettre au service de la société. Donc voilà, donc pardon pour cette ligne science-fiction, mais après tout, puisque c'est un robot qui m'a posé la question... Oui, et la question de cloner la pensée, on sait qu'il y a des entrepreneurs qui dépensent énormément d'argent pour justement être en capacité, demain, quand ils seront morts, de continuer à diriger leur boîte en pensant que c'est leur âme, leur pensée qui continuera à diriger. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inspire quoi? Alors, c'est compliqué parce que ça renvoie à la dualité entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire est-ce qu'une âme existe indépendamment du corps dans lequel elle est? Moi, j'ai la conviction que non. Notre corps, il nous aide à avoir des sensations, des sentiments. Quand je vous parle pas qu'avec mon cerveau, mais aussi avec mon cœur, avec mes tripes, etc. Enfin bon, et il me semble que
entre guillemets, le fantasme qui consiste à penser qu'on pourra, comme un disque dur, finalement, prélever notre cerveau et le mettre sur un autre corps pour continuer à vivre, ou le cloner dans une intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y avait, je crois que c'était une application qui s'appelait Replica il y a quelques années. Effectivement, c'était une jeune femme qui avait perdu prématurément son mari et qui voulant continuer à converser avec lui, avait chargé tous les échanges qu'ils avaient eus, etc. J'étais allé essayer l'application, j'avoue que j'y avais pas trouvé mon bonheur. Certains disent qu'on pourrait à nouveau parler avec Jésus-Christ. En tout cas, le champ des possibles est immense. Le champ des possibles est immense. Ça sera certainement pas la possibilité de parler avec la personne disparue, mais ça va nous ouvrir à d'autres choses. Voilà, ça c'est certain. Alors, vous voulez aussi également ouvrir vos étudiants à autre chose, à l'étape d'après, à la révolution industrielle d'après. Aujourd'hui, c'est la 4e, c'est l'IA. Celle d'après, c'est le quantique. Et vous avez créé l'EDEC Quantium Institute pour préparer vos étudiants à cette future révolution, qui aura des impacts majeurs dans des secteurs comme la banque, la finance, la logistique, la modélisation du climat, la chimie, la pharmacie, etc., etc., etc. Pourquoi, dès maintenant, faire ce pas vers le quantique? C'est parce qu'une fois de plus, c'est déjà demain, ce qui arrivera dans 20, 30 ans, votre plan Génération 2050, il faut le préparer dès aujourd'hui? Mais en fait, on est dans l'ère de l'IA et de la tech, plus globalement. La robotique va suivre. Et effectivement, on s'est posé la question. Bien sûr, on a un centre de recherche en IA, vous l'avez dit, 20 millions d'euros, et puis on va continuer à développer ça. Mais notre rôle, c'est toujours de regarder un cran d'après, donc de garder le regard sur la ligne d'horizon, et puis de se dire, mais c'est quoi le coup d'après? Qu'est-ce qui va à nouveau transformer nos vies, transformer les entreprises, impacter les entreprises? Alors c'est parti à la fois de ce questionnement-là, c'est parti aussi de la chance qu'on a à l'EDEC d'avoir un prof hybride qui est Lionel Martellini, pour pas le citer, qui est à la fois docteur en finance, mais aussi docteur en astrophysique, qui a travaillé sur les ondes gravitationnelles, qui est passionné de quantique. Moi je comprends pas tout ce qu'il raconte. Je vous avoue, j'ai lu une interview de lui, c'est quand même du très très haut niveau. Alors, d'abord, je vais lui rendre hommage parce que Lionel, avec un autre de ses comparses, Noël Amin, qui est à l'origine de tous nos travaux en finance et de nos réussites en finance, et Lionel est un grand pédagogue. Alors lui-même donne des citations des physiciens de la première heure, que ce soit Einstein ou Bohr, ou qui ont créé le quantique, qui eux-mêmes reconnaissent que c'est pas quelque chose d'évident. Bon, alors en 2 mots, avec mes mots simples à moi, le risque, c'est que j'irai pas me perdre dans des choses trop sophistiquées, puisque c'est un domaine qui me passionne, mais je ne suis pas un expert. Mais c'est effectivement la physique de l'infiniment petit, et les lois de cette physique de l'infiniment petit, elles nous échappent intellectuellement parce qu'elles sont radicalement différentes des lois de la physique que de tout un chacun. Le truc que je trouve le plus fascinant, c'est l'intrication quantique, c'est-à-dire le fait que deux particules qu'on va séparer à un moment donné, si on les envoie chacune à un bout de l'univers et à l'autre bout de l'univers, si on change un paramètre sur une de ces particules, eh bien, celle qui est à l'autre bout, sa particule jumelle, on parlait de jumeaux numériques, là, c'est la particule, le jumeau quantique, eh bien, elle va changer exactement de la même manière. Donc, c'est un truc, ça échappe à notre intelligence. Moi-même, évidemment, j'aurais bien du mal à... Mais si je l'ai correctement expliqué, voilà, c'est ça. Alors, pour revenir peut-être sur Terre et à des choses plus pragmatiques, il y a déjà d'abord des applications du quantique, qu'on connaît dans notre vie, le laser, le nucléaire, etc. Il y a des tas d'applications, mais on arrive à une nouvelle révolution quantique, et donc on a voulu s'emparer de ça. Il y a bien évidemment l'informatique quantique. Il n'y a pas encore d'ordinateur quantique véritablement fiable, mais ça va arriver. Ça va arriver. Alors quand on demande à des spécialistes de physique quantique l'intervalle de confiance, ils nous disent, ça c'est Lionel qui me l'a rapporté d'un de ses collègues du MIT, ils nous disent l'intervalle de confiance c'est 5 ans à l'infini. Donc peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, on peut pas faire le pari que ça n'arrivera jamais. On n'a pas envie de le faire. Et donc effectivement, c'est dans des domaines qui nous sont chers. Donc d'une part la finance et l'assurance, et puis d'autre part avec Eurecom, qui est un institut de recherche et développement de l'Institut Mines-Télécom, donc qui est spécialisé dans les télécoms et dans l'IA, de voir l'impact justement de la révolution quantique sur la communication et la cybersécurité. Et donc on va partir sur ces 2 verticales et essayer de comprendre finalement ce que le quantique, avec notamment sa puissance de calcul et ses transformations incroyables, vont nous permettre finalement d'avoir comme impact dans ces industries-là. Voilà. Alors avant de conclure, il y a un dernier exercice auquel vous devez vous plier, c'est le portrait chinois que j'ai revisité et auquel il vous faut répondre du tac au tac, sans réfléchir. Si vous séchez, vous pouvez passer, mais vous ne pouvez pas, comme dirait l'autre, appeler un ami. Quelle est votre devise professionnelle? Unleash tomorrow. Logique. Votre geste écolo au quotidien pour réduire votre empreinte carbone? Le TGV quand je peux. Le héros ou la personne qui vous inspire au quotidien dans votre poste de DG de l'EDEC? Didier Deschamps. C'est original. Le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petit? Conducteur de train.
La qualité première d'un jeune diplômé d'une business school en ce début d'année 2026. Le bien commun. Et celle du patron d'une business school. Le bien commun. Pardon, un peu de redondance, mais définitivement le bien commun. Le risque de demain qui vous empêche de dormir aujourd'hui. Le risque climatique et le risque géopolitique. En matière de Gen AI, vous êtes plutôt ChatGPT, Perplexity, Copilot ou le chat? Alors Perplexity au quotidien, quasiment plus Google, et ChatGPT quand j'ai des choses un peu plus sophistiquées. Et votre hobby secret ou méconnu? L'accordéon. C'est vrai, effectivement. Bon, on arrive au terme de ce podcast. Merci infiniment Emmanuel pour ce moment passé ensemble. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, une dernière pensée à partager en réponse à une question essentielle que je ne vous aurais pas posée? Je pensais que vous me poseriez la question de mon livre de chevet, et donc je l'avais préparé. C'est un livre de Marcel Mauss qui est un essai sur le don, et que je suggère aux personnes qui écouteront le podcast de le lire. C'est un anthropologue français qui a travaillé sur tout ce qui fait de nous justement des animaux non économiques, en fait, le don. Donc pourquoi je donne finalement à l'autre, à la société, pourquoi je le reconnais dans sa singularité. Je trouve que de relire ça aujourd'hui, ça a beaucoup de sens par rapport au monde dans lequel on est, que ce soit au plan géopolitique, que ce soit au plan technologique, intelligence artificielle. Voilà, c'est ça que j'ajouterais finalement en lien avec servir le bien commun, qui était la ligne que... Une belle pensée que Jean-Jacques Goldman avait traduite en 1985 dans une magnifique chanson qui s'appelle « Je te donne ». Je sais, je ne peux pas m'empêcher de parler de Goldman chaque fois que je prends la parole, mais là, au moins, c'est totalement justifié. Et vous savez que, voilà, c'est un diplômé de l'EDEC. Exactement. Voilà. En plus, la boucle est bouclée. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'hypertransformation by SIA sur toutes les plateformes qu'il diffuse, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode dont l'invité sera, au mois de février, Sébastien Missoff, le directeur général de Google France.